La pression juridique internationale sur Israël atteint de nouveau un point d'ébullition rien que ces dernières semaines. Dans une démarche coordonnée, 6 gouvernements occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, ont imposé de nouvelles sanctions contre les réseaux et dirigeants des colons israéliens. Et cette semaine, la France a spécifiquement interdit au ministre des Finances Smotrich d'entrer dans le pays. Le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir est déjà interdit d'entrer dans la plupart des mêmes pays. Les mandats d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant sont toujours en vigueur. Il y a quelques semaines, Haaretz rapportait que la CPI avait émis 5 nouveaux mandats secrets contre des responsables politiques et militaires israéliens. La CPI le nie, mais comme la Cour émet régulièrement des mandats secrets, l'incertitude en elle-même est le but recherché. Nous en discutons aujourd'hui ainsi que d'autres sujets. Je suis Elan Almazal-Diamant et voici Droit fondamental. Dans un monde où les tribunaux internationaux remettent en cause la légitimité d'Israël, nous sommes heureuses d'accueillir notre invité aujourd'hui, le juge fédéral Roy Altman, auteur du best-seller « Israël en procès, analyse des accusations portées contre l'État d'Israël à travers le prisme juridique ». Monsieur le juge, merci de nous rejoindre dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité et s'il vous plaît, appelez-moi Roy. Eh bien d'accord, si vous insistez. C'est encore plus un plaisir. Nous reparlerons bientôt des institutions internationales, mais je souhaite que chacun comprenne vraiment votre livre et votre intention, car c'est pertinent. Votre livre aborde 6 accusations principales contre Israël. Le colonialisme, l'illégitimité internationale, l'obstruction à la création d'un État palestinien, Gaza considéré comme une prison à ciel ouvert, l'apartheid et le génocide, c'est toute une liste. Mais au lieu de présenter une défense politique, vous l'abordez comme une affaire judiciaire et vous utilisez des règles de preuve. Et j'aimerais que vous développiez ce point afin que les gens comprennent vraiment la perspective unique que vous apportez à ces questions. Oui, merci tout d'abord pour l'invitation. Quand je voyage à travers les États-Unis, et j'ai parcouru les États-Unis de nombreuses fois au cours des 3 dernières années pour parler d'Israël, de son passé ancien et de son présent douloureux, de ses espoirs pour un avenir meilleur. J'ai eu des milliers de conversations avec des gens dans des églises, des universités, des écoles de droit et dans des lycées partout dans ce pays. Et dans ces conversations, j'ai constaté que tout le débat sur Israël se résume à ces 6 principales affirmations que malheureusement, beaucoup de gens croient à propos d'Israël. Et la bonne nouvelle, c'est 2 choses. Premièrement, elles sont toutes totalement fausses. Mais deuxièmement, nous n'avons pas besoin de nous lancer dans les habituelles disputes politiques pour arriver à la bonne réponse, car chacune de leurs affirmations, au fond, est une affirmation juridique. Et nous avons une méthodologie bien développée, élaborée au cours de centaines d'années en Occident, pour évaluer les affirmations contestées qui sont de nature juridique. Je me suis donc demandé pourquoi ne pas appliquer cette méthodologie juridique que juges, avocats et jurys utilisent quotidiennement dans les tribunaux et cabinets à travers l'Amérique. C'est une méthodologie éprouvée par le temps, fondée sur l'équité et la justice, et le creuset approprié pour comprendre et rechercher la vérité. Nous savons que nous lui faisons confiance, n'est-ce pas, contrairement aux disputes politiques à votre table ou à l'anniversaire de votre enfant où personne n'écoute. Il n'y a pas de terrain d'entente car personne ne suit les mêmes règles. Nous savons que nous faisons confiance à ces règles, que nous les acceptons comme le terrain d'entente sur lequel la bataille, quelle qu'elle soit ce jour-là, doit être menée et gagnée. Nous l'utilisons là où la vérité compte le plus, n'est-ce pas? Dans la salle d'audience où la vie de quelqu'un est en jeu. Alors pourquoi ne pas prendre cette même méthodologie, cette même boîte à outils et l'appliquer à chacune de ces 6 accusations contre Israël pour voir ce qui se passe? C'est pourquoi le livre s'intitule « Israel on Trial ». Nous examinons chacune des 6 accusations, comme le génocide, qui est une question juridique. Israël viole-t-il les lois de la guerre? Apartheid. Là encore, c'est juridique. Est-ce qu'Israël discrimine ses citoyens issus des minorités? Le colonialisme et l'occupation ne sont que des accusations juridiques. Israël prend-il des terres qui ne lui appartiennent pas? Appliquons la méthodologie à ces 6 accusations. Chaque chapitre traite d'une accusation. 6 chapitres, 6 accusations. Nous exposons la méthodologie appropriée et rendons un verdict dans un sens ou l'autre. J'ai eu le privilège de lire votre livre en préparation de cette émission et je peux dire que vous abordez vraiment ces questions d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Vous consacrez beaucoup de temps, dans la première partie du livre,
à la question de l'indigénéité et à la présence juive sur cette terre remontant à au moins 3200 ans, selon les preuves archéologiques. Et le reste du livre n'est pas moins approfondi. Je pense que ce serait peut-être intéressant pour vous de nous expliquer comment vous appliquez une méthodologie juridique, sinon à l'une de ces grandes accusations, du moins à d'autres questions que vous abordez dans le livre, peut-être un ou deux exemples. Et ensuite, à partir de là, j'aimerais revenir à mon point de départ. Bien sûr. Je vais prendre un exemple assez circonscrit et facile à traiter dans ce contexte, qui est ce dont parle le chapitre 2, à savoir la légitimité de l'État d'Israël. Et on voit cela tout le temps. Premièrement, il faut comprendre qu'Israël est un pays ancien dans le monde. Pas l'Israël antique, pas le royaume de Judée. Ça, c'est un pays très ancien. Mais l'État moderne d'Israël, fondé le 14 mai 1948, a en fait été le 59e État admis aux Nations Unies. Et vous savez probablement qu'il y a maintenant 193 pays, ce qui fait qu'Israël, si vous faites le calcul chez vous, est plus ancien que 67% de tous les pays du monde. Les gens ne savent vraiment pas ça. Et il a vraiment été créé à ce moment-là, tout à fait comme, et pas de façon aberrante, tous les autres pays qui ont été créés pendant cette période de décolonisation au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, entre la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, et ainsi de suite. Après la Seconde Guerre mondiale, les colonisateurs quittaient leurs colonies et traçaient des lignes sur la carte. Et donc ce n'est pas si différent de la création, disons, de la Jordanie ou de l'Irak, ou bien sûr du Liban et de la Syrie ou du Cameroun. Et je parle de tous ces exemples différents dans le livre. Mais l'essentiel ici, c'est que l'affirmation selon laquelle Israël est illégitime peut être analysée très simplement. Parce que même si nos anthropologues et linguistes ont identifié plus de 7000 groupes ethniques distincts différents peuples à travers le monde, la réalité est que plus de 98% d'entre eux n'ont pas d'État à eux, n'est-ce pas? Il n'y a que 193 pays dans le monde. Et cela ne concerne pas seulement les Druzes, les Kurdes et les Yazidis, mais des milliers d'autres peuples, y compris les Amérindiens, les Rohingyas, les Ouïghours, etc. Alors qu'est-ce qui fait qu'un peuple dont nous pouvons tous convenir qu'il s'agit d'un groupe ethnique distinct, qu'est-ce qui rend possible pour lui d'obtenir l'indépendance, la souveraineté, son propre État-nation légitime? Eh bien, nous avons un critère juridique pour cela, tout comme nous avons des critères juridiques pour déterminer ce qu'est une perquisition appropriée de votre domicile et si vous pouvez ou non riposter contre quelqu'un qui a dit quelque chose que vous n'aimez pas, etc. Et ce critère juridique a été établi lors d'une conférence, une convention à Montevideo, en Uruguay, en 1933, on l'appelle la Convention de Montevideo, et elle comporte 4 éléments simples. Les 4 éléments sont: avez-vous des frontières définies? Avez-vous une population définie? Pouvez-vous entretenir des relations extérieures? Et avez-vous un gouvernement efficace et unique? Israël possède tout cela. Il a des frontières définies, même si leur emplacement exact suscite parfois des querelles avec ses voisins. Il a une population bien définie d'Israéliens, qu'ils soient arabes ou juifs. Il dispose d'un ministère des Affaires étrangères avec un personnel très compétent qui gère les relations étrangères chaque jour. Et il possède un gouvernement central dirigé par une Knesset et tout un pouvoir judiciaire présidé par la Cour suprême. Et d'ailleurs, il est important de savoir qu'il a eu toutes ces choses et qu'il a rempli chaque élément de ce critère à chaque seconde de chaque jour depuis sa création le 14 mai 1948, selon le critère en vigueur en droit international. Israël est un État-nation légitime. Quiconque dit le contraire essaie juste de jouer selon d'autres règles. Et l'un des points que le livre avance, c'est qu'un principe juridique fondamental dans la société occidentale, quelque chose auquel nous pensons chaque jour en tant qu'avocats, juges et jurés aux États-Unis, est ceci. Quelque chose qui s'applique dans le contexte de tout le monde doit s'appliquer également aux Juifs, n'est-ce pas? Un mot, une expression, un critère juridique ne peut pas s'appliquer d'une manière aux Noirs, aux Juifs ou aux Amérindiens et d'une autre manière à tout le reste du monde. Il doit s'appliquer de façon égale à tout le monde. C'est ce que nous entendons par justice égale devant la loi. C'est le critère qui prévaut en droit international, et Israël satisfait sans ambiguïté à ce critère. Mais voilà le problème. Plus de 140 pays dans le monde, y compris beaucoup de ceux qui prétendent qu'Israël est un État illégitime, malgré le fait qu'ils remplissent les 4 critères de Montevideo, ont reconnu un prétendu État de Palestine, alors qu'il est en réalité incontesté que le prétendu État de Palestine ne satisfait pas, et en fait échoue, au test des 4 critères de Montevideo,
parce qu'il n'a pas de frontières définies. Et il est remarquable que, dans leur communiqué de presse reconnaissant l'État palestinien à l'été 2025, tous les pays européens qui ont reconnu cet État étaient totalement incapables de nous dire quelles en étaient les frontières, parce qu'ils ne voulaient pas être embarrassés le lendemain en voyant les Palestiniens eux-mêmes déclarer « Non, 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 ce ne sont pas nos frontières. Nos frontières incluent Haïfa, Tel Aviv, toute Jérusalem et tout le reste. Donc, personne ne sait et personne ne peut dire quelles sont ses frontières. Cela ne répond pas aux critères de Montevideo. Mais même si cet État avait des frontières définies, il n'y a aucun doute qu'il n'est pas gouverné par un seul gouvernement effectif. En fait, il est gouverné par 3 gouvernements différents, dont aucun n'est souhaité par la majorité des gens. Gaza est gouverné à environ 60% par les FDI. Personne parmi ceux qui reconnaissent l'État de Palestine ne souhaite voir les FDI au pouvoir. 40% sont gouvernés par le Hamas, que presque toutes les 140 nations qui reconnaissent l'État palestinien ont déclaré ne jamais pouvoir être le gouvernement légitime du peuple palestinien. La Cisjordanie, la Judée et la Samarie sont de nouveau gouvernés, en partie par Israël, ce qu'aucun de ces pays ne veut voir au pouvoir. Et l'autre partie est dirigée par l'autorité palestinienne, un gouvernement corrompu, inefficace et totalement impopulaire, qui, selon tous les sondages et enquêtes, n'a même pas le soutien du peuple palestinien lui-même. Donc, loin d'être gouverné par un seul gouvernement effectif, les Palestiniens sont dirigés par 3 gouvernements distincts, dont aucun n'a d'autorité légitime sur cette population. Cela ne satisfait pas aux critères de Montevideo. Donc, vous avez en fait préparé la prochaine question et nous avez ramené en arrière d'une certaine manière parce que vous avez commencé cette réponse très complète. Si cela vous a plu, je vous encourage à lire le livre, car c'est essentiellement ainsi que le livre se déroule du début à la fin. Si cette réponse vous a fatigué, ne lisez sans doute pas le livre. Vous devriez lire le livre. Vous devriez absolument lire le livre de toute façon, mais par petites doses. Mais en fait, vous avez commencé par distinguer entre les revendications politiques et les revendications juridiques pouvant être évaluées à l'aide de méthodologies juridiques. Et puis, nous avons terminé avec les États qui reconnaissent, je ne sais pas dans quelle mesure en pratique, en termes de leur politique, mais au moins nominalement, un État palestinien qui ne correspond pas aux exigences du droit international que tout le monde met en œuvre. Donc, j'ai un peu remis en question cette distinction. Et je pense que cela s'exprime vraiment au niveau des institutions internationales. Donc, vous utilisez des normes juridiques américaines nationales pour défendre l'État, mais ces instances internationales en utilisent d'autres. Donc, en 2024, par exemple, comme nous le savons tous, la CIJ a jugé plausible que les allégations de l'Afrique du Sud selon lesquelles Israël commettrait un génocide pourraient entrer dans la définition de cette accusation. Et comme nous l'avons dit plus tôt dans l'émission, la CPI traque essentiellement les dirigeants israéliens et les alliés occidentaux sanctionnent des ministres en exercice. Alors je me demande si tout le monde applique simplement la loi de manière incorrecte, vous savez, si on essaye d'être assez généreux, ou bien si ces institutions ont tout simplement été capturées et que les arguments juridiques sont donc un peu, peut-être hors sujet. Ce sont 2 questions différentes. D'abord, s'ils sont capturés et appliquent la loi équitablement. Or, ils sont capturés et n'appliquent pas la loi équitablement. C'est évidemment vrai pour la CPI. Et en fait, alors que nous enregistrons ce matin, la CPI a annoncé qu'elle avait suspendu. Après une enquête longue, prolongée et assez détaillée, d'après ce que je comprends, sur les comportements d'abus sexuels du procureur principal qui porte ces accusations contre Israël, Karim Khan, ils ont suspendu Karim Khan. Une mesure extraordinaire et une concession à bien des égards, car une grande partie des tentatives du Qatar, de M. Khan lui-même et des alliés de la CPI visaient à présenter les accusations portées contre lui pour avoir violé ses subalternes comme étant fausses. Des femmes musulmanes qui, je pense, étaient mariées, au moins l'une d'entre elles, c'est certain, était mariée, qui étaient violées par lui et qui étaient forcées au silence par lui en invoquant la cause palestinienne. Rappelez-vous, j'étais procureur fédéral, d'accord? Toute l'idée d'un procureur indépendant et impartial, c'est que vous devez toujours frapper fort, mais de manière juste. Et l'essence même de l'équité, c'est de mettre de côté toute considération politique,
toute affinité idéologique. En tant que procureur, si vous faites bien votre travail, vous passez beaucoup de temps à cela, n'est-ce pas? Vous passez beaucoup de temps à vous demander si, sur la seule base des preuves, vous êtes vraiment convaincu que ce type l'a fait. Si je l'inculpe et que cela devient public, ça peut lui ruiner la vie. Tout le monde le verra autrement, même si les charges sont abandonnées. Mais ici, nous savons, d'ailleurs, grâce aux accusations de femmes musulmanes qui travaillaient pour M. Khan et qui n'aiment pas Israël, selon tous les témoignages, qu'elles étaient réduites au silence par lui lorsqu'elles lui disaient « Tu es en train de me violer, je suis marié ». Ce n'est conforme ni à la loi islamique, ni à la loi nationale. Je veux attirer l'attention sur ce point et que cela cesse. Il disait « Mais imagine ce que cela ferait à notre cause, la cause palestinienne, la cause anti-Israël ». C'est un exemple extrême de partialité politique qui, si cela se produisait aux États-Unis, entraînerait bien sûr non seulement le renvoi du procureur, mais aussi l'annulation de toutes les charges portées par ce procureur pendant que cette faute professionnelle avait lieu. Mais probablement aussi son arrestation et sa radiation définitive du barreau, l'interdiction permanente d'exercer la profession d'avocat. Si cela arrivera à M. Khan, seul le temps nous le dira. Mais il est significatif qu'au lieu d'assumer la responsabilité ou de trouver une excuse, M. Khan et, comme nous le savons maintenant, ses soutiens qataris ont tenté de présenter ces femmes comme étant des agents du Mossad et des espionnes, n'est-ce pas? Ils ont essayé d'enquêter sur un lien qui ne s'est jamais avéré réel entre ces femmes et peut-être le judaïsme. Peut-être qu'il y avait des emails. L'une d'elles a une grand-mère juive. Vous avez probablement vu ces emails maintenant. Ils ont été rapportés dans le Wall Street Journal. Peut-être qu'elles sont allées en Israël et ont été infectées en Israël. Tout cela s'est avéré être des mensonges complets. Encore plus de mensonges de la part de M. Khan, de ses soutiens qataris et de leurs alliés à la CPI. Il y a donc beaucoup de captures et bien sûr une incroyable mauvaise application de la loi. Maintenant, nous avons à la CIJ pour changer de sujet. Un instant, le président de la CIJ n'est pas seulement un homme libanais, un pays qui est maintenant un belligérant actif dans une guerre contre Israël, et qu'il est, selon leur dire, depuis 1948, soit depuis presque 80 ans. Il ne semble pas être la personne la plus objective pour présider une cour qui juge les accusations les plus graves contre le pays avec lequel votre propre pays est en guerre. C'est déjà un problème. Mais il a un long passé, avant de devenir juge à cette cour, de partis pris anti-israéliens, de déclarations, surtout sur Internet, qui se sont révélées fausses et ont été démontées. C'est cette personne qui dirige cette cour. Oui, il y a une forte emprise et une mauvaise application de la loi. Mais cela nous ramène au point de départ. Cela ne veut pas dire que la loi n'a pas un rôle à jouer. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis cela parce que le véritable combat ici n'est pas avec Karim Khan. Le véritable combat ici n'est pas avec le président de la Cour CIJ. Le véritable combat ici concerne les cœurs, c'est pour les cœurs et les esprits des gens de la civilisation occidentale. Et la réalité, c'est qu'après avoir passé toute ma vie en tant qu'Américain, et surtout ces 3 dernières années, à parcourir cette grande nation, d'une église à l'autre, d'une école à l'autre, j'ai eu des milliers de conversations sur ce que signifie l'Amérique, sur la nature de sa relation avec Israël et sur ce qu'elle devrait être. Que la plupart des Américains sont de bonnes personnes, décentes, honnêtes, avec l'esprit et le cœur ouverts. Si vous alliez vraiment au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce que vous trouveriez? Ils aiment suivre les règles et ils respectent les personnes qui suivent les règles. Ils comprennent que tout le monde ne peut pas toujours suivre toutes les règles. Personne n'est parfait. Si vous êtes religieux, vous savez que Dieu dit que nous sommes imparfaits. Si vous êtes simplement un être humain qui vit dans ce monde, vous savez que les êtres humains sont imparfaits et que tout groupe d'êtres humains, y compris et surtout les pays, sera imparfait. Mais si nous pouvons leur montrer que, d'un côté de ce conflit, il y a des personnes qui, aussi imparfaitement que ce soit, essaient du mieux qu'elles peuvent de suivre et de respecter la loi. Et de l'autre côté, vous avez une armée djihadiste dont l'objectif n'est pas seulement de ne pas respecter la loi, mais de détruire les éléments constitutifs de la loi. De telle sorte que le monde dans lequel l'ordre, la loi et les règles sont la base n'existe plus tel que nous le comprenons aujourd'hui. Si vous montrez cela à la plupart des Américains de manière logique et pleine de bon sens, sans émotion, sans considération politique, sans crier, la plupart des Américains finiront par comprendre et être d'accord avec cela. Eh bien, cela soulève une autre question.
Et moi, en tant qu'Américaine fière, je suis d'accord avec votre évaluation et j'approuve pleinement l'idée que la plupart, et je dirais l'immense majorité des Américains, sont comme vous les décrivez. Euh, mais je dirais peut-être qu'à notre époque, euh, dans laquelle on observe une montée de l'antisémitisme, des attaques, des agressions verbales aussi, et bien sûr de la discrimination. Je pense que les gens se demandent s'ils vivent dans une sorte de monde post-vérité. Et cela est certainement amplifié par une catégorie de podcasts qui donne la parole à certains des mêmes mensonges que vous démontez dans votre livre, mais qui gagnent en popularité. Alors, comment voyez-vous ce sentiment? Et est-ce que le livre a sa place pour parler aux gens dans ce genre de contexte post-vérité? Surtout dans ce que vous décririez comme un contexte post-vérité. Je ne sais pas si je le décrirais ainsi. Je dirais, vous êtes le bienvenu dans l'émission. De plus en plus, Je dirais que de plus en plus de gens ont du mal et ce n'est pas de leur faute. Les gens ont plus de mal à distinguer le vrai du faux pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que les plus grandes et les plus puissantes entreprises que le monde ait jamais connues, qui emploient des milliers et des milliers des esprits scientifiques les plus brillants que le monde ait jamais connus, et qui ensuite orientent cette puissance intellectuelle immense vers un seul objectif: manipuler l'esprit des consommateurs, avec des algorithmes qui les rendent en colère, les enferment dans des chambres d'écho et les font tourner en rond psychologiquement toute la journée, chaque jour. Dans ce contexte, je pense qu'il peut devenir très difficile pour les gens de distinguer le vrai du faux, et je pense que c'est un très, très gros problème. Mais c'est précisément dans des situations comme la nôtre, à des époques comme la nôtre, où vraiment la prospérité future de la civilisation occidentale et tout l'ordre fondé sur des règles, y compris sa lumière éclatante. L'Amérique est en jeu sur une corniche précaire et il nous incombe à nous. Des personnes qui se soucient, des personnes qui connaissent la vérité, des personnes qui comprennent l'incongruité entre ce qui est rapporté et ce qui se passe réellement sur le terrain. Sortir dans le monde et expliquer, encore une fois, en s'appuyant sur la raison, la logique et le bon sens, aux gens ce qui se passe réellement. C'est en partie ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. C'est aussi ce que j'ai essayé de faire en faisant venir des juges impartiaux, des personnes qui ont consacré toute leur vie à la collecte de preuves, à la charge de la preuve, à la logique et au bon sens au service de leur pays. Les amener en Israël, leur faire voir par eux-mêmes ce qui se passe réellement à Gaza, en Syrie et au Liban, et les faire revenir dans leur propre communauté en Arkansas, au Nebraska, dans l'Idaho et au Colorado, et parler à leur propre communauté dans les lycées, les églises et les centres communautaires de ce qu'ils ont vu. Vous savez, cela me rappelle ce qui s'est passé lors de la révolution scientifique, n'est-ce pas? Les gens disaient, eh bien, maintenant, toute cette science va rendre les gens irréligieux. Il n'y aura plus de place pour la religion dans la société. Et bien sûr, nous avons vu un essor des croyances religieuses par la suite. Précisément parce qu'au moment où la science est entrée dans le monde de manière aussi choquante et à l'époque aussi précipitée, il est devenu encore plus important pour les gens d'avoir une compréhension plus profonde de leur connexion spirituelle avec l'univers et avec leur Créateur. Ici aussi, lorsqu'il y a autant de désinformation, lorsque apparemment 50% du contenu que vous voyez sur TikTok est généré par l'IA, lorsque c'est la réalité, et lorsque les gens sont incapables de discerner la vérité du mensonge, il devient d'autant plus important que les personnes de bonne foi sortent et disent la vérité. Et c'est quelque chose qui est une obligation pour chacun d'entre nous. Nous ne pourrons jamais revenir au sommeil paisible et confortable du 6 octobre. donc vous avez évoqué les voyages des juges, ce dont j'espérais parler dans l'émission parce qu'ils sont vraiment assez uniques. Ils ont impressionné non seulement les juges eux-mêmes, et j'espère aussi les communautés, comme vous l'avez décrit, mais certainement en Israël, ils ont également reçu un accueil chaleureux. Où que nous allions, on nous sert dattes, noix et café. Eh bien, alors ils gardent les meilleures choses pour eux. La prochaine fois, demande plus. Non, je sais, j'ai vu les reportages à ce sujet et je connais plein de gens qui ont parlé ou interagi d'une manière ou d'une autre avec le voyage et ils étaient vraiment impressionnés par la qualité des personnes présentes, les questions posées et tout ça. Peut-être que tu pourrais en parler encore 1 ou 2 minutes. Et ensuite, j'aimerais te poser des questions à ce sujet, tu sais, alors qu'Israël est en quelque sorte devenu un sujet politique très sensible
ce qui malheureusement se passe tout autour de nous. Comment une juge gère cela s'il y a par exemple des conséquences sur la réputation d'une juge fédérale? Écrire un livre fantastique qui s'attaque aux accusations les plus graves portées contre Israël et le peuple juif. Je vais répondre à la première question, puis continuer dans l'ordre. Les voyages des juges sont incroyables. Vous savez, j'emmène 20 ou 25 juges fédéraux chaque année en mars, et nous allons emmener environ 20 juges des cours suprêmes des États chaque année en septembre ou en octobre. Pour vos auditeurs qui ne connaissent pas la différence, contrairement à Israël, où il n'y a qu'une seule juridiction, en Amérique, nous avons des États, 50 États, et la plus haute cour de chaque État est la Cour suprême de cet État. Et puis nous avons aussi un système fédéral, un système juridique totalement séparé qui comporte plusieurs niveaux de juges. Au sommet, il y a la Cour suprême des États-Unis. Nous emmenons des juges fédéraux et des juges des cours suprêmes des États. Cela n'a rien d'inhabituel. Il y a quelque chose de vraiment important à ce sujet qui est implicite dans la tradition juridique américaine. Et aussi d'ailleurs, la tradition juridique juive consiste à être humble sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et malgré le fait que, je pense, vous savez que la magistrature américaine est le joyau de la couronne des systèmes judiciaires démocratiques du monde, je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre. Et je pense qu'il y a, de façon implicite dans le premier amendement et dans le système de common law que nous utilisons, une compréhension du fait que l'on ne sait pas tout. En tant que chercheurs de vérité, nous devons parcourir le monde et apprendre de ceux qui agissent différemment, car il y a toujours à apprendre. Je n'ai jamais pensé, et la magistrature non plus, être un lieu où l'on sait tout et n'a plus rien à apprendre. Ainsi, les juges voyagent régulièrement dans des pays du monde entier et des juges du monde entier viennent en Amérique pour des analyses et des discussions juridiques comparatives. Le voyage en Israël, tel qu'initialement conçu, était exactement cela et très axé sur le droit. Nous rencontrons la Cour suprême d'Israël et les dirigeants du mouvement de réforme judiciaire, obtenant ainsi les deux points de vue sur la réforme. Nous rencontrons les officiers du MAG, qui dirigent réellement la guerre depuis la Kyria et qui sont déployés auprès des commandants sur le terrain, veillant à ce que chaque frappe à Gaza soit conforme aux exigences juridiques internationales. Nous allons dans le nord et observons comment Israël interagit avec ses citoyens issus de minorités, notamment arabes, musulmanes, chrétiennes, druzes, bahaïs et autres. Bien sûr, nous visitons des sites anciens, y compris chrétiens, qui montrent qu'Israël n'a pas pris la terre de quelqu'un d'autre, que cette terre est juive depuis des millénaires. Ce sont toutes des questions juridiques importantes que les juges, je pense, sont particulièrement bien placés pour comprendre, analyser, puis répondre. Et comme je l'ai suggéré précédemment, je ne parlerai pas en leur nom à tous, mais je pense avoir parlé à chacun d'eux. Et quand ils reviennent, ils sont totalement transformés par ce qu'ils ont vu. Et cet écart, cette incongruité entre ce que nous voyons là-bas, ce qui se passe réellement, et ce qui est rapporté ici, dans les informations ici, chez nous, est tellement importante. En tant que personne qui a consacré toute sa vie à la recherche de la vérité, à l'accumulation de preuves et, bien sûr, à la quête de la justice. Ça vous oblige simplement à prendre la parole, à dire la vérité. Et c'est vraiment ce que nous avons vu. Je suis donc inspiré par ces juges. Ce sont certains de mes amis les plus proches au monde. Après le 7 octobre, quand je me sentais désespérément seul, ils m'ont montré que je ne l'étais pas et que je ne le serai plus. Et ce sont de vrais héros pour moi, le dernier en particulier. Et d'ailleurs, les deux partis politiques, les Blancs, les Noirs et tout le monde entre les deux, c'est vraiment un groupe incroyable de véritables serviteurs de l'État dévoués. Donc, pour répondre à votre dernière question, je dois dire que je ne parle jamais de politique. Vous savez, vous avez dit que la question est devenue politique, et c'est peut-être vrai, mais c'est aussi vrai pour l'avortement. C'est vrai pour la philosophie judiciaire, le mariage homosexuel, le droit aux armes, la liberté de choix scolaire et de nombreux autres sujets abordés quotidiennement par les juges à travers nos avis, conférences, interventions publiques et écrits. Il n'y a rien de mal à parler de questions d'ordre juridique, même si les politiciens transforment ensuite ces questions juridiques en enjeux politiques ou en sujets de débat lors des élections. Et en fait, il serait assez anormal de suggérer que, simplement parce qu'un politicien transforme ensuite une question en sujet politique, un juge ne soit pas autorisé à commenter les conséquences juridiques de cette question ex ante. En d'autres termes, avant que cela ne devienne une question politique et de façon séparée et indépendante. Ainsi, les juges écrivent tout le temps des livres sur des sujets juridiques et historiques. Le juge Gorsuch vient d'écrire un excellent livre sur la génération fondatrice.
le juge Breyer a écrit un livre sur l'État administratif. Maintenant, toutes ces questions impliquent en fin de compte des enjeux qui deviennent quelque peu politiques, n'est-ce pas? Que voulait dire la génération fondatrice? Était-ce une génération fondatrice raciste? L'objectif de la Révolution était-il de préserver et de protéger des systèmes économiques fondés sur les classes sociales, la domination de classe ou l'esclavage, comme certains l'ont récemment avancé? Le juge Gorsuch suggère que non, et je pense qu'il avait raison. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que cette question est devenue politique qu'il était inapproprié pour lui d'en parler. Et donc, bien sûr, je ne parle pas de sujet politique. Je ne dirai jamais, vous savez, ce politicien est bon, ce politicien est mauvais. Je soutiens cette loi ou je m'oppose à ce projet de loi. Je ne fais pas ce genre de choses. Et je ne parlerai certainement jamais, ni ne soutiendrai jamais un parti ou un autre. Je pense que ce serait inapproprié. Mais bien sûr, comme vous le savez, et je pense que c'est probablement pour cela que vous avez posé la question, le livre n'a rien à voir avec tout cela. Vous savez, les gens me disent « Je n'aimerais pas votre livre car je déteste Bibi » ou « Parce que je n'aime pas Trump ». Peu importe. Vous voyez? Et je dis toujours « Très bien ». Le livre ne mentionne aucun des deux. Il n'a rien à voir avec eux. Le livre parle d'histoire et de droit. Et les juges, depuis toujours et pour la postérité, ont toujours écrit sur l'histoire et le droit, et j'espère qu'ils continueront toujours à le faire. Donc, j'aimerais demander une question sur certaines de vos conclusions dans le livre. Le livre se termine vraiment par un regard glaçant sur la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, et vous citez des données dont nous avons déjà parlé dans l'émission, avec des rapports du FBI montrant que les Juifs sont la cible d'une quantité massive de crimes haineux à caractère religieux, plus que tout autre groupe minoritaire. Non, plus que toutes les autres religions réunies. C'est un point très, très important. D'accord. Et puis, vous donnez une liste d'exemples, que ce soit l'annulation d'un concert de Matasiao ou, malheureusement, le viol horrible d'une adolescente française parce qu'elle était juive. Et tu cites aussi Ayaan Hirsi Ali, qui a averti que le but est de présenter Israël comme maléfique et de présenter chaque juif qui le soutient comme complice et de les forcer à choisir, comme tu le dis, comme elle l'a dit, entre la dignité et la sécurité. Et donc, je vous demande, en tant qu'experte juridique, ancienne procureure et maintenant juge, en quoi la loi peut-elle réellement aider à lutter contre cela, que ce soit en ce qui concerne encore des agressions verbales, physiques, de la discrimination ou d'autres soucis? Et quelle est la limite de la loi? Ou est-elle tout simplement insuffisante? D'accord, là où les gens doivent envisager des solutions alternatives pour essayer d'atténuer ces problèmes. D'abord, je précise que je n'ai pas écrit le livre en tant que juge. J'ai écrit le livre en tant qu'Américain qui se soucie profondément de la vérité et de la prospérité future de la civilisation occidentale que je considère comme intimement liée à la prospérité future d'Israël, qui est à l'avant-garde de notre lutte contre la barbarie et le nihilisme. Mais pour répondre directement à votre question, vous savez, il est facile de penser par exemple aux universités. Vous savez, les gens aiment dire eh bien, c'est un discours de haine, donc vous ne devriez pas être autorisé à le dire. D'accord. Et je ne veux pas entrer dans les détails d'une affaire précise, parce que ce type d'affaire sera porté devant moi. Mais vous savez, ce que dit la loi est assez simple, que vous devriez être capable de supporter des propos qui vous offensent profondément, avec lesquels vous êtes viscéralement en désaccord. C'est l'essence même du premier amendement. C'est l'essence même de vivre dans une société libre, pluraliste et ouverte. C'est implicite, explicite, dans la décision concernant la marche nazie à Skokie, dans l'Illinois, où les nazis ont été autorisés à défiler, précisément dans le quartier ayant la plus forte concentration de survivants de l'Holocauste. Précisément pour montrer que même les opinions les plus odieuses auront droit à la parole. Nous croyons, comme l'a dit un juge, que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Et nous avons toujours cru cela, d'accord? Mais il y a une limite. Alors, où est cette limite? Eh bien, vous ne pouvez pas inciter quelqu'un à commettre un acte de violence directe. Vous ne pouvez pas dire « D'accord, allez tuer Ilana tout de suite parce qu'elle est juive et qu'elle mérite de mourir. » Vous ne pouvez pas menacer directement quelqu'un, par exemple dire « D'accord, Roy, je vais te tuer et tuer tes enfants. » C'est une menace non protégée. Et puis, bien sûr, le comportement n'est pas protégé. Donc, par exemple, vous savez,
Lors de ma tournée dans les campus américains, je rencontrais des jeunes qui venaient de me voir et me disaient qu'ils rentraient chez eux chaque jour et trouvaient des croix gammées peintes sur leurs portes. Ce n'est pas de la parole, même si c'est proche de la parole, parce que c'est une intrusion sur la propriété de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? La chambre d'étudiants des jeunes. Et puis ces étudiants allaient voir un responsable de résidence ou la personne qui gérait l'étage et disait « Hé, il y a une croix gammée qui a été peinte là. » Et le responsable répondait « Eh bien, tu l'as mérité. Donc il n'y a rien que nous puissions faire parce que tu es juif, n'est-ce pas? » Et donc, c'est une violation distincte, parce qu'en plus d'interdire aux gens d'entrer sans autorisation sur la propriété de quelqu'un, la loi n'autorise pas une institution, comme une université, à dire « D'accord, nous n'autoriserions pas que cela arrive à un autre groupe, mais nous allons permettre que cela arrive aux Noirs, ou nous allons permettre que cela arrive aux Juifs, parce que nous les avons ciblés pour l'ostracisme moral et social, ainsi que pour l'opprobre. » C'est quelque chose que la loi interdit clairement. Et puis, bien sûr, nous avons le dernier cas, qui est par exemple à Yale, où nous avons vu des étudiants juifs entrer dans le Shabbat, où j'allais moi-même quand j'étais étudiant là-bas. En hiver, d'autres étudiants leur lançaient des bouteilles d'eau gelée en fait des blocs de glace alors qu'ils entraient dans le Shabbat à Yale. Nous avons vu à Harvard des étudiants entourer un étudiant juif et l'empêcher physiquement d'aller soit en cours, soit à son dortoir. Nous avons vu cela partout dans le pays. C'est une agression physique, sans lien avec la liberté d'expression et non protégée par la loi. Donc ce sont, je pense, 3 catégories utiles pour comprendre les limites de ce que protège le premier amendement et de ce que le premier amendement ne protège pas. Mais le point le plus important, je pense, c'est le deuxième, à savoir qu'une université ne peut pas dire « voici notre règle en ce qui concerne les Juifs ». Et nous avons une règle distincte qui s'applique à tous les autres. Et cela arrive parfois lorsque les universités disent « vous savez, disons qu'un conservateur a dit quelque chose en classe à propos du mariage homosexuel ou des droits des personnes transgenres. » Ou même l'histoire des amendements sur la protection égale aux États-Unis dans les années 1860 et 1870. Cela a été jugé impopulaire et socialement inacceptable sur l'un de ces campus et la personne aura intenté un procès contre l'université. Et l'université, si elle était privée, chercherait parfois à rejeter le procès en disant « Hé, nous sommes une institution privée. Nous ne sommes pas obligés de respecter le premier amendement qui ne s'applique qu'au gouvernement, n'est-ce pas? » Eh bien maintenant, lorsque des Juifs déposent des plaintes en disant « Hé, vous m'avez dit ces choses sur le campus et cela m'a menacé, cela a violé mes droits, c'était un discours de haine et cela a enfreint le code de l'école. » Ces universités invoquent l'irrecevabilité, affirmant respecter le premier amendement et ne pas pouvoir sanctionner ce discours. On ne peut pas jouer sur les 2 tableaux, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas respecter le premier amendement seulement quand ce sont les Juifs qui se plaignent, puis dire que vous ne le respectez pas quand il s'agit de tout le monde. C'est donc ce genre de discrimination qui est au cœur de certaines de ces plaintes. Maintenant, dans chaque cas, je n'ai aucune idée de la validité de la plainte. La loi va-t-elle assez loin aujourd'hui pour offrir des protections aux minorités qui font face aux mêmes défis que ceux auxquels les Juifs sont confrontés? Je pense que oui. J'étais curieuse. Eh bien, je vais encore recommander ce livre aux autres. J'ai vraiment été très impressionnée quand je l'ai lu. J'espère vous revoir dans l'émission pour d'autres sujets à l'avenir. Et je sais que vous êtes en plein milieu d'une tournée de promotion effrénée qui semble ne jamais finir, dans le meilleur sens du terme. Je vais donc vous laisser pour l'instant, mais j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de venir dans l'émission. Merci de m'avoir invité.